Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Top Success. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Ulrich Sossou pour une émission spéciale. Nous allons parler d'un sujet très intéressant, comment démarrer avec un petit budget pour faire grandir une entreprise. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer, accueillir notre invité et nous vous prions de pouvoir partager cette émission une fois que vous serez connectés, partagez dans les groupes, partagez dans la diaspora, dans la communauté noire, partagez au maximum cette émission. Je vous donne rendez-vous donc juste après le générique. Nous sommes de retour dans Top Success, votre émission favorite, émission dédiée à la diaspora bien évidemment et au continent où on parle d'entrepreneuriat, de business. Et même si vous êtes salarié, c'est aussi une émission qui vous concerne parce que quoi de mieux que d'avoir plusieurs sources de revenus. Si vous êtes entrepreneur débutant, c'est une très bonne chose aussi car vous allez pouvoir vous motiver davantage pour pouvoir accroître vos sources de revenus. Alors sans plus tarder, nous allons accueillir tout de suite Ulrich Sossou, un entrepreneur qu'on ne présente plus, que vous connaissez. Si vous êtes au Bénin, vous le connaissez certainement. Et si vous êtes dans un autre endroit de la planète, eh bien, vous allez le découvrir aujourd'hui dans cette émission spéciale. Alors, Ulrich Sossou, bienvenue dans Top 10. Bonjour. Quel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oui, c'est un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup pour ce temps accordé. Merci pour l'expertise que tu vas nous apporter ce soir. Et merci infiniment aussi pour le partage de ton parcours parce que à plusieurs reprises, tu as déjà été interviewé là-dessus. On va te demander de répéter certaines choses. Et ça peut être un exercice assez épuisant, mais on sait que derrière, il y a cet amour pour la communauté, en tout cas, de voir cette communauté grandir, apprendre et avoir un pouvoir d'achat toujours encore plus élevé, avoir une certaine indépendance financière. Alors, merci encore une fois à toi d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup de m'avoir invité encore. Super. Alors, sans plus tarder, on va quand même mettre les pieds dans le plat. On va quand même présenter Ulrich Sossou, qui est une sommité du monde entrepreneurial dans l'Afrique et dans la diaspora. Ulrich Sossou, pour les personnes qui vont le découvrir, c'est un entrepreneur béninois qui fait ses armes dans le digital et il a à son actif plusieurs millions de dollars à travers des entreprises qu'il a construites ou qu'il a cofondées avec d'autres entrepreneurs. Donc, nous avons le cas de Tech Excel, nous avons aussi le cas de Botamp, nous avons aussi d'autres entreprises comme Seoma qu'il a revendues et plein d'entreprises comme ça. Et aujourd'hui, donc, nous allons vraiment nous attarder sur un sujet, comment commencer petit, donc avec un petit budget, pour pouvoir construire une grosse entreprise. Je dirais peut-être pas une multinationale, mais en tout cas une entreprise qui se porte très bien. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà dans un premier temps, quels sont les premiers pas à poser lorsqu'on veut avoir une petite entreprise déjà qui est solide, qui tient? Parce qu'on peut construire une petite entreprise qui meurt dans 3 mois, dans 6 mois. Déjà, rendre une petite entreprise pérenne, c'est un exercice assez... ça demande des stratégies. Donc déjà, comment on s'y prend? Et je précise que ce n'est pas forcément dans le digital, dans n'importe quelle entreprise. Donc, quels sont les prérequis pour ça? OK. Merci beaucoup pour la question. Enfin, je dirais que la première chose, au fait, quand on veut commencer, c'est d'avoir des clients. En fait, c'est tout à fait évident, puisque une entreprise, on vend des services ou des produits à des clients et on prend de l'argent en retour. Donc, ce qui arrive au fait, c'est que je vois plein d'entrepreneurs qui veulent commencer, qui ont une idée, mais qui n'ont pas de clients, qui n'ont même pas un seul client. Ils se disent, euh, enfin, mon idée ou mon produit serait utile pour des gens, mais il n'y a personne. Donc, il faut déjà avoir au moins quelques personnes, même si c'est 5 personnes, 10 personnes qui te disent oui, effectivement, ce que je suis en train, enfin, ce que tu es en train de vendre,
ça leur est utile. Donc, je pense que c'est vraiment la première chose déjà qu'il faut pour réussir. Si tu n'as pas de clients, même si tu trouves que ton idée est géniale ou ton produit est génial et tout, mais il n'y a personne qui confirme en te payant, c'est juste pas la peine. T'es juste en train de rêver, quoi. Donc, je dirais que c'est ça la première chose euh, à avoir. Et la deuxième chose, euh, je dirais, c'est avoir une histoire. Avoir une histoire, c'est pouvoir partager quelque chose qui donne à d'autres personnes envie de venir vers toi, de t'écouter, d'être intéressé par tes produits, par ce que tu vends, et aussi de partager cela avec d'autres personnes. Une histoire, ça peut être ton histoire personnelle, ça peut qui t'a conduit, les différents événements qui t'ont conduit à créer ton entreprise, à vouloir résoudre ce problème et tout. Ça peut être l'histoire de ces premiers clients dont je te parlais tout à l'heure, ou n'importe quelle autre histoire. Mais en tout cas, quelque chose qui donne envie aux gens, qui attire les gens et qui leur donne envie de parler de toi, de partager, de se connecter à toi, etc. En fait, l'entrepreneuriat, une entreprise, c'est juste de l'humain, c'est des contacts humains, c'est tes clients à qui tu vends, c'est des êtres humains. Ils vont vouloir cette connexion humaine-là pour acheter chez toi, surtout lorsque tu commences petit. Donc, quand on est grand, il y a d'autres considérations qu'on peut prendre en compte. Mais pour quelqu'un qui commence petit, qui n'a pas beaucoup de moyens et tout, il y a vraiment ce capital humain. Si on n'a pas trop de capital financier, il y a ce capital humain qu'on peut utiliser, développer et qui permet de faire grandir l'entreprise plus facilement. Exactement. Et en t'entendant, quand tu parles de capital humain, ça me fait penser un peu aux ressources humaines. En fait, il faut la matière humaine, donc la personne qui raconte son histoire. Il faut derrière ça la matière aussi, enfin, toutes les personnes qui vont venir acheter. Mais ça me pousse à poser une autre question. Comment trouver ses premiers clients? Parce que c'est en général une personne qui débute, elle n'a que sa famille et ses amis. Et la famille et les amis n'achètent pas forcément le produit d'une personne de la famille, malheureusement. On achète souvent à l'extérieur parce qu'on a plus confiance, parce que y a derrière peut-être un storytelling, il y a beaucoup de choses. Et donc, les premiers clients, c'est crucial pour pouvoir justement faire en sorte que ces premiers clients eux-mêmes transforment cette entreprise en grande entreprise parce qu'ils vont aller amener la nouvelle un peu partout, comme quoi cette entreprise est bien. Comment est-ce qu'on fait déjà pour acquérir ses premiers clients pour poser la base de cette petite, je répète, petite entreprise? OK. Enfin, je dirais que avoir les premiers clients, c'est la chose la plus difficile lorsqu'on est en train de commencer. Je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles lorsqu'on entreprend. Les 10 premiers, les 100 premiers clients. Au fil du temps, avoir des clients devient plus facile. En tout cas, pas aussi difficile que convaincre une première personne de vous donner de l'argent. Et il y a d'autres choses qui deviennent beaucoup plus difficiles. Mais c'est vraiment la chose la plus importante et la plus difficile lorsqu'on est en train de commencer. Et en fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'on est entrepreneur, on a remarqué des problèmes dans la société et on se dit, je veux régler ce problème-là. Donc, ce sont des personnes qui rencontrent les problèmes que tu as remarqués, n'est-ce pas? Donc, c'est auprès de c'est ces personnes qu'il faut voir et leur dire, OK, j'ai remarqué que vous rencontrez tel ou tel problème et tout. Voilà la solution que je propose. Est-ce que c'est une bonne solution? En fait, tu n'as même pas besoin de leur vendre souvent. Ce que j'ai remarqué, j'ai accompagné quand même quelques dizaines, peut-être centaines d'entrepreneurs. Et il y a un point commun que j'ai remarqué avec ceux qui ont cette solution que les gens ont vraiment envie d'acheter. Il ne s'agit pas de vendre et de dire, OK, j'ai cette solution, acheter, etc. Je vois plein de gens qui commencent, qui viennent avec leur solution et qui veulent qu'on achète. Ils vont vous spammer partout, ils vont vous embêter, tout le reste. Vous sentez le désespoir, en fait. Mais personne n'achète chez eux. Mais ce qui se passe avec des gens qui ont une solution qui intéresse les gens, c'est que lorsqu'ils contactent
des personnes qui rencontrent le problème, qui résolvent et qu'ils viennent, ils disent, OK, voilà, j'ai remarqué que vous avez ce problème, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà la solution que j'ai. Ce qu'on leur demande souvent, dans presque tous les cas, c'est où est-ce que je peux acheter ça? Combien ça coûte? En fait, tu n'as même pas besoin de dire aux gens, enfin, viens acheter ou voilà le prix, etc. C'est juste, ça semble un peu magique, je dirais. Donc, pour trouver les premiers clients, la chose la plus, je ne vais pas dire simple, parce que ça prend du temps parfois, ça peut prendre des mois et des mois, c'est de juste discuter avec des gens qui rencontrent le problème que tu essaies de résoudre. Donc, discuter, comprendre mieux leurs problèmes, leur parler de ta solution. S'ils te disent que c'est pas bon, ça suffit qu'il faut revoir ta copie encore et encore, plusieurs fois. Tu auras peut-être à discuter avec quelques dizaines de personnes. Et à un certain moment, tu vas remarquer que il y aura un peu comme un shift des gens qui ne semblaient pas trop intéressés au début et tout, puisque au fil du temps, non seulement tu as amélioré ta solution, mais tu as aussi amélioré les mots que tu utilises pour décrire ta solution. Ce qui va se passer, à chaque fois que tu commences à parler, tu fais même pas 1 minute, 2 minutes, ils te disent, waouh, c'est super, où est-ce que j'achète ça, combien ça coûte, etc. Et je pense que c'est la meilleure façon d'avoir la première client. Alors, dans cette meilleure façon d'avoir les premiers clients, on voit un peu le côté proximité. C'est comme si peut-être il fallait intégrer des groupes parce que souvent, il n'y a personne autour de nous. On a vraiment les intimes, l'entourage. Et dans ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il faut intégrer des groupes, des forums, des espaces de discussion pour pouvoir grappiller un peu des informations sur ce dont les gens ont besoin. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens, quand ils entreprennent, ils ne font pas. Ils restent seuls dans leur coin. Ils n'intègrent pas de réseau d'entrepreneurs, différents réseaux, même que ce soit régional, départemental, je ne sais pas. Il y a plein de choses comme ça qui s'offrent à nous gratuitement parfois. Et les gens n'intègrent pas parce qu'ils se disent j'ai besoin de vendre mon produit, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des groupes d'amis, d'entrepreneurs et tout. Je veux juste vendre. Et alors que c'est l'erreur qu'on fait en fait. C'est que selon ce que tu es en train de me dire, on doit se rapprocher des gens, aller prendre des informations, apprendre à mieux vendre. Donc, c'est comme ça que, selon toi, on acquiert nos premiers clients. Oui, ce n'est pas la seule façon d'acquérir des premiers clients, mais c'est la seule façon qui marche lorsque tu n'as pas un gros budget pour commencer. Si tu avais beaucoup d'argent, et il y a effectivement des gens qui ont tellement d'argent, ils peuvent se permettre de faire ça. J'ai vu des entrepreneurs, ils font de la pub, par exemple. Ils font de la pub, ils changent les messages, ils changent la façon de présenter la solution. Ils dépensent des milliers d'euros, peut-être des dizaines de milliers, avant de trouver la bonne façon de présenter leurs produits aux gens. Ou même, ils essaient plusieurs produits avant de trouver le bon produit. Donc là, au lieu de dépenser du temps à se connecter avec des gens, à comprendre le marché et proposer quelque chose, eux, ils le font, en fait, ils dépensent plutôt de l'argent. Mais en fait, dans ce cas-ci, on est en train de parler de comment le faire sans argent. Et il n'y a pas d'autre solution que de se rapprocher des gens et leur parler directement. Je ne vais même pas dire leur vendre, juste leur parler, en fait. Et ça me fait penser à une question. En fait, je suis quelqu'un qui est de nature très réservé d'habitude, donc je ne vais pas au-devant des gens pour parler. Il y a un mot que j'entendais beaucoup lorsque j'étais en train de débuter en entrepreneuriat, c'est on dit aux jeunes entrepreneurs de se faire un réseau. Et c'est un mot que ça m'a pris des années à comprendre ce que ça voulait vraiment dire. Parce que la façon dont je le voyais faire, ça n'avait juste pas de sens. Je vois des gens, et c'est vraiment rare, hein, je peux dire, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris des cartes de visite chez des gens et tout le reste, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait 5 personnes, peut-être même 2 personnes avec qui on a vraiment connecté après ce qu'on appelle réseautage comme ça. Donc, les gens pensent que le réseautage, c'est aller à des événements, échanger des cartes de visite, ce genre de choses. Il y a des gens qui le font très bien, mais en fait, c'est juste discuter avec des gens, parler d'un problème, se connecter avec des gens qui ont ce même problème, parler avec eux ou qui pensent au même sujet que toi et tout, et juste discuter avec eux. Et ensuite, le réseau, ça se fait
de façon organique. Donc, tu aides les gens, tu te dis, OK, comment est-ce que je peux apporter une solution aux différents problèmes que vous avez. Ça peut être juste des conseils, euh, ça peut être autre chose. Mais juste le fait de discuter comme ça autour d'un sujet, ça crée ces liens-là qui te permet juste d'avoir un réseau, finalement, des personnes qui sont prêtes à t'aider à aller de l'avant. Aller de l'avant, effectivement. Et aujourd'hui, on parle vraiment de comment démarrer, comment commencer avec petit, aller grand, et il faut déjà aller de l'avant. Mais je me permets quand même de poser une autre question, parce que lorsqu'on veut commencer avec un petit budget, il y a deux options qui se présentent à nous, en tout cas deux grandes options. Soit de commencer sur Internet, ou soit de commencer avec un produit physique. Alors toi, en tant qu'entrepreneur qui a déjà de l'expérience, même si tu as beaucoup œuvré dans le digital, tu as quand même accompagné des entrepreneurs qui avaient aussi probablement des entreprises avec des produits physiques. Selon toi, quelle est la meilleure option? Parce que certes, avec Internet, on peut commencer avec pas grand-chose, mais est-ce qu'on va plus vite? Est-ce que ça nous permet de construire quelque chose de géant derrière? Donc, est-ce que tu peux nous partager un peu ton expertise, nous donner un exemple de ce que toi, tu as pu vivre par rapport à cette question que je viens de te poser? Ça dépend de plusieurs facteurs. En fait, ce que j'ai remarqué de mon expérience en entrepreneuriat, il n'y a pas vraiment une bonne réponse. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé jusqu'ici, peut-être que mon opinion changera dans les prochaines années, c'est que tout tourne autour des personnes. Donc, non seulement des personnes, comme on parlait tout à l'heure, des personnes qui vont former ton réseau, qui vont devenir tes clients et tout, mais d'abord de toi-même en tant que personne. Les décisions que tu prends par rapport à la direction de ton entreprise, c'est aussi par rapport à toi, par rapport à ta personnalité, par rapport à tes compétences, tes expériences et tout le reste. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que la meilleure réponse, ça dépend de toi. Donc, est-ce que je vois par exemple des gens qui ont une expertise dans un domaine donné, mais parce qu'ils se disent c'est trop difficile de lancer une entreprise dans ce domaine, ils vont chercher un autre domaine complètement différent, ou parce qu'ils se disent ouais, j'ai vu plein de gens devenir riches dans l'autre domaine, ils vont chercher ça. C'est juste pas comme ça marche. Au fait, au fil du temps, il faut trouver ce qui te correspond le mieux en tant que personne. Il y a des gens, par exemple, qui vont aimer gérer la logistique, rencontrer des gens, des fournisseurs, pour créer des produits physiques, etc. Et créer un produit physique pour eux, ce serait beaucoup plus simple. Il y a d'autres personnes qui vont préférer rester devant un ordinateur à longueur de journée, etc. Et eux, créer un produit en ligne, ou vendre des services en ligne, ce serait beaucoup plus simple. Donc, si tu demandes à celui qui préfère rester devant son ordinateur, qui n'aime pas ou a peur de discuter en face à face avec des gens, même si ça rapporte beaucoup d'argent, il ne pourra juste pas le faire. Il va peut-être essayer, ça ne va pas marcher. Et voilà. Donc, il n'y a pas vraiment une bonne réponse entre les deux. Mais il y a quelque chose, c'est que pour des produits physiques, ça prend souvent beaucoup plus de ressources que des produits en ligne. Lorsque c'est en ligne, tu as juste besoin d'une bonne connexion d'Internet, d'un ordinateur, d'électricité, et c'est tout. Alors que les produits physiques, tu as besoin de fournisseurs, tu as besoin de tout ce qu'il faut pour transformer ou produire ce que tu veux vendre. Et aussi, les marges sont plus faibles parce que tu as tout ce stock que tu dois mettre en place, etc. Et voilà. Donc, en fait, le produit physique te fait dépenser même avant même que tu puisses faire grandir ton entreprise, parce qu'à la base, lorsqu'on a une petite entreprise, on a besoin de dépenser le moins possible dans les débuts. Donc, on va dire que certaines personnes devraient privilégier le produit digital, numérique, mais certaines personnes aussi vont se sentir plus à l'aise loin d'Internet, parce que voilà, pour eux, c'est trop complexe. Donc, ça, c'est vraiment en fonction de notre histoire, notre parcours, nos compétences, notre personnalité. Et en fait, on revient un peu à ce que tu dis, c'est vraiment l'humain au cœur de la chose, quoi. Très bien, très bien. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent en se disant, lorsque j'ai un petit budget, mais j'ai envie de grandir vite,
je vais avoir recours à un prêt bancaire. Bon, là, je parle précisément pour les personnes qui sont en Occident. Je sais que lorsqu'on est sur le continent, c'est un peu plus difficile d'avoir un prêt bancaire, surtout quand l'entreprise vient juste d'être lancée. Si juste avant ça, vous aviez été étudiant, ça n'en parlons pas, c'est quasiment mort d'avance. Est-ce que c'est une bonne idée de demander un prêt bancaire ou alors même un prêt aux proches? Est-ce que c'est une bonne idée de démarrer avec ça? C'est vrai que ça fait aller plus vite, mais derrière, comme dans l'entrepreneuriat, on ne sait jamais ce qui se passera demain. Est-ce que ce n'est pas une sorte de petit piège dans lequel on se met sans le savoir? Qu'est-ce que tu penses de commencer avec un prêt bancaire? C'est pas une mauvaise idée parce que c'est une chose qui permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneuriat, c'est comme toute compétence qu'on acquiert. En fait, quand on est allé à l'université, par exemple, ou à l'école, on ne connaissait pas tout déjà depuis la première année. On a eu pas mal de mauvaises notes. Euh, Même les meilleurs ont eu des mauvaises notes. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, il y a pas mal d'échecs. Et en entrepreneuriat, c'est encore plus difficile que ça parce que tu ne sais pas quelle est la bonne direction. Il n'y a pas la réponse 20 sur 20, il n'y a pas le 0 sur 20. Donc, quelque chose qui peut paraître être une bonne décision tout de suite peut être un désastre euh, dans quelques mois ou dans quelques années. Donc, ce que je dirais, c'est que pour quelqu'un qui commence, qui lance sa première entreprise, peut-être même sa deuxième ou sa troisième, il faut dire qu'on a toutes les chances d'échouer. J'ai rarement vu quelqu'un qui lance sa première entreprise et qui a échoué. Il y a par exemple des entrepreneurs dans le monde entier qu'on célèbre. On célèbre des gens comme Bill Gates, Mark Zuckerberg, etc. On voit Facebook qu'ils ont lancé à 20 ans ou je sais quel âge. Et quand on regarde derrière, au fait, ils avaient déjà lancé des entreprises avant. Et pour certains, quand je prends Mark Zuckerberg, je pense qu'il a vendu pendant qu'il était au collège, il a vendu, ou au lycée, je pense, il a vendu une entreprise à Microsoft à 1 million de dollars. Donc, en fait, c'était déjà des entrepreneurs, même très jeunes, qui avaient beaucoup d'expérience. Donc, c'est un peu ça. Votre première entreprise, c'est vrai qu'il faut y croire, tout faire pour que ça marche et tout, mais dites-vous qu'il y a presque 100% de chances que vous échouez. Et ça peut être une erreur de prendre un prêt bancaire pour faire cet apprentissage. Alors, tu es en train de confirmer que l'échec fait partie intégrante du business. Est-ce que ça veut dire que toute personne doit forcément se tromper pour avoir un business florissant, pour avoir un business qui marche, qui cartonne? Est-ce que l'échec doit faire partie de notre plan dès le début? L'échec fait partie de la vie. Depuis qu'on est tout petit, quand on commence à marcher, on ne marche pas bien la première fois, on tombe d'abord, on tombe plein de fois. C'est comme ça, l'échec fait juste partie de la vie. L'entrepreneuriat, c'est comme la vie, c'est comme je le disais, c'est une aventure très humaine et tout. Donc, l'échec, ça fait partie du quotidien. Justement, je me permets de... Oui, j'appellerais pas ça échec parce que, par exemple, quand un enfant veut commencer à marcher et qu'il tombe, on ne dit pas qu'il a échoué, on dit qu'il est en train d'apprendre. Donc, j'appellerais ça plutôt apprentissage. Exactement, c'est un apprentissage. D'ailleurs, le business, c'est un apprentissage puisque, en général, on n'étudie pas le business à l'école. On apprend sur le tas puisque c'est quelque chose qui soit nous passionne ou un problème qu'on veut résoudre. Et donc, on apprend sur le tas et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je vais reprendre l'expression. Est-ce que tu peux nous partager, toi, une partie sombre de ton histoire entrepreneuriale sur un échec que tu as vécu qui était cinglant ou en tout cas un apprentissage, puisque tu préfères l'appeler comme ça, qui était cinglant, mais qui t'a vraiment remis sur les rails et qui t'a permis d'avancer de manière fulgurante? Oh, c'est difficile parce que je ne fais pas trop attention à ça. En fait, comme j'ai dit, c'est des apprentissages. Et en fait, il y en a tous les jours. Il n'y en a pas au point où, heureusement, j'ai eu la chance, il y a des gens qui ont tout perdu. Après, qui n'avaient peut-être pas pu dormir et tout le reste. Moi, je n'ai pas eu cette malchance-là. Et aussi, je dirais que c'est le fait que j'étais en Afrique
ça m'a permis de, par exemple, là-bas, j'ai pas un loyer de, je sais pas, 1000 et quelques euros ou 2000 € à payer, ou quand tu perds tout ton argent, tu vas te retrouver à la rue ou un truc comme ça. Donc, ça a permis d'éviter ce genre de gros échecs. Il y a toujours ma famille là pour me supporter, etc. Donc, voilà. Maintenant, il y a eu pas mal d'échecs. Essayer de lancer un produit, surtout au début, ne pas avoir de clients du tout. Mais c'est juste la routine, je dirais. J'ai souvent oublié ce genre d'histoire. Alors là, tu nous as donné envie de rentrer au pays, là, parce qu'effectivement, le loyer ici, ça chauffe. Hein. Effectivement. Hein. Là-bas, encore, il y a la solidarité africaine. Tu ne vas pas te retrouver à la rue comme ça. Il y a toujours un tonton, une tata ici. Tu n'as plus rien, débrouille-toi. En tout cas, pour ce qui concerne les échecs, effectivement, il y a les échecs de débutants. Et toi, tu ne prends pas ça comme des échecs, tu prends ça comme un apprentissage. Mais en plus de ça, tu ne t'en rappelles pas parce que c'est comme si tu avais mis ça dans ta trajectoire, que ça fait partie de mon trajet, je vais avancer avec, et donc je ne me concentre pas là-dessus, je me concentre sur ce qui m'attend devant. Oui, en fait, il y en a tellement. Il y a 1000 fois où tu lances une campagne marketing, où c'est super, tu as tout préparé, tu te dis qu'il y aura beaucoup d'achats, et personne n'achète. Il y a des fois où tu lances un truc, juste comme ça, pour t'amuser et tout, et ça marche très bien. En fait, il y a plein de ce genre de trucs, et c'est des choses de tous les jours. Bah justement, on entend ça très souvent. Alors ça, c'est quelque chose que moi-même, je ne comprends pas en fait. Parfois, on se met à travailler sur un truc pendant tellement longtemps et ça ne prend pas. Mais les choses qu'on fait simplement, eh ben, ça avance quoi. Donc, est-ce que le business veut nous faire comprendre que plus on fait les choses simplement, plus ça marche, ou alors c'est vraiment, il faut tenter tout et voir au final qu'est-ce qui fonctionne, quoi. Ouais. Enfin, évidemment, il y a des entreprises qui sont très compliquées. Par exemple, si tu décides de faire comme Elon Musk, tu veux envoyer des gens sur la Lune, c'est hyper compliqué. Mais pour la plupart des entreprises, lorsqu'on débute, c'est plutôt quand c'est simple qu'on est sur la bonne voie. Quand c'est compliqué, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Et comme je le disais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, il n'y a pas 1000 choses qui comptent. Tu n'as pas à gérer toute une équipe, toutes ces choses compliquées. Il y a juste peut-être 2 choses ou 3 choses qui comptent. Comme je disais au début, c'est avoir des personnes qui seront intéressées par ta solution, de vraies personnes qui vont te dire oui, j'ai envie d'acheter ça. Et deuxièmement, avoir une histoire que les gens ont envie de raconter. Donc, les gens vont dire waouh, ce que tu fais est extraordinaire, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de partager avec des personnes autour de moi, ou j'ai envie d'acheter. En fait, c'est un peu ça. Donc, une fois que tu as ces 2 éléments basiques, tu peux avancer plus rapidement. Toutes les autres choses, avoir un logo, avoir un site web, avoir, je sais pas, avoir des logos, tout ça, c'est des choses qui rendent encore le processus beaucoup plus compliqué et souvent même qui t'empêchent de réussir. Donc, ce que je recommande, ou même lorsque je travaille avec des entrepreneurs, lorsqu'on fait par exemple des séances de coaching, etc., l'une des choses que je fais beaucoup, peut-être que c'est la chose que je fais le plus, mais en tout cas c'est dans le top 3, c'est lorsqu'on parle et qu'ils présentent toutes leurs idées et tout, c'est d'éliminer pratiquement tout et de regarder 1 ou 2 choses essentielles. Donc, en fait, c'est en simplifiant qu'on avance, parce qu'il y a juste peut-être 1 ou 2 choses qui vont te faire avancer très rapidement, qui vont te permettre de réussir. Mais le fait de faire 1000 choses, ça t'empêche de faire ces 1 ou 2 choses très bien. Donc, je dirais rechercher le succès, c'est d'une certaine façon rechercher la simplicité en étant focus sur ce qui te permet d'avancer très rapidement. Pour moi, le parcours de l'entrepreneur, c'est un peu comme un pompier qui entre dans une maison en feu et qui veut aller sauver une personne. Il ne va pas essayer d'éteindre le feu partout, il va juste éteindre le feu tout droit devant lui pour arriver au but. C'est un peu ça. Donc, un entrepreneur qui construit son entreprise, souvent tu auras ton entreprise où tout va mal, il
il y a plein de désastres à gauche, à droite. Tu n'as pas de logo, tu as un vilain logo, tu n'as pas de site web, ton site web ne marche pas trop. Ta page Facebook n'est pas bien faite ou l'emballage de ton produit n'est pas très joli, etc. Mais au fait, tout ça ne compte pas. Lorsque je commençais, et aussi, je vois la même chose avec beaucoup d'entrepreneurs qui débutent, vous créez un produit qui est extraordinaire, vous voyez un concurrent qui a quelque chose qui est merdique, et pour lui, ça marche, et vous êtes là à vous demander pourquoi ça ne marche pas pour moi. Il va faire une publicité, et dans la publicité, vous allez voir, il va mettre, ouais, j'ai le meilleur produit, etc. Vous allez vous dire, mais toi, tu es un menteur et tout. Toi, ton truc, ça ne marche pas correctement. Mais les gens achètent, les gens recommandent et vous ne comprenez pas. Et c'est frustrant, c'est très frustrant. Et ça suffit juste que lui, il a découvert une seule chose ou deux choses qu'il fait très bien et que vous ne faites pas, ce qui lui permet de réussir. Et au final, 5 ans plus tard, vous allez voir que tous les trucs pour lesquels vous le critiquez sont produits qui ne marchent pas très bien dans toutes les situations, ou son emballage n'est pas bien, son site est merdique, etc. Vous allez remarquer que le fait d'avoir fait juste ce qui lui permettait d'avancer très rapidement lui a permis d'avoir de l'argent pour investir dans le reste et éteindre tous les autres feux qui, enfin, que vous remarquez comme des choses à régler, mais qu'il a éventuellement réglé avec les nouvelles ressources qu'il a acquises. Mais vous n'aurez pas réussi parce que vous vouliez juste être perfectionniste et avoir tout parfait avant d'avancer. C'est quand même intéressant ce que tu dis. Tu es en train de nous dire que parfois, certaines personnes ont un vilain emballage, un produit qui laisse à désirer, mais qui vendent mieux que des personnes qui ont mis beaucoup de choses dans le marketing, qui ont un beau design, qui ont de belles couleurs. Ben, on a envie des fois de se dire, est-ce que c'est pas la poisse, quoi? Parce qu'on ne comprend pas la différence entre une personne qui va acheter un produit qui n'est pas forcément joli. En général, on est attiré par ce qui est beau, ce qui est frais, ce qui est nouveau, ce qui est à la mode, quoi. Donc, derrière, tu nous expliques encore que parfois, tout ce qui est logo, site internet, c'est pas si important que ça. Je ne sais pas comment on va faire comprendre ça à des entrepreneurs débutants, mais encore une fois, qu'est-ce qui peut leur permettre, eux, justement, d'avoir cette visibilité, surtout qu'ils ont un petit budget, s'ils n'ont pas ce logo, s'ils n'ont pas ce site internet? Oui, ça revient à ce que je disais au début par rapport aux clients. Déjà, le fait d'avoir 10 personnes qui utilisent votre solution et qui la trouvent extraordinaire, ça change beaucoup de choses. Ces 10 personnes-là, elles vont recommander à d'autres personnes, elles vont acheter encore et encore et encore, mais à chaque occasion qu'elles auront de faire vos louanges, elles vont le faire. Et ces 10 personnes-là, vous pouvez juste croiser les bras et aller dormir. C'est sûr qu'elles vont vous rapporter 100 autres clients. Donc, c'est déjà ça qui compte, premièrement. Et donc, pour avoir des gens, en fait, une fois que ça compte, le fait d'avoir un site web et tout le reste, ça ne compte plus. Ce n'est pas un site web qui va te rapporter tes 10 premiers clients. Ce n'est pas un site web qui va faire que les gens vont chanter tes louanges, être content d'utiliser. C'est pas la beauté de ton logo, c'est pas la couleur de ton logo, c'est pas ton local, c'est pas ton emballage, etc. Tout ça, c'est des plus. C'est des plus. Donc, ce qui fait la différence, c'est en discutant avec les premières personnes qui sont peut-être pas encore tes clients, des gens qui ont juste le problème, tu vas leur demander, OK, le problème n'est pas résolu, mais pourquoi? Qu'est-ce qui manque dans les solutions existantes? Et tu vas découvrir ce qui manque. Tu vas découvrir la phrase. Lorsque tu dis cette phrase, les gens vont sauter en même temps, vont dire, waouh, lui, il a ce qui manque. Tu vois? Et les compétiteurs, ils auront les meilleurs sites web, ils auront des beaux emballages, ils ont peut-être ce qui manque, c'est peut-être caché quelque part. Oui. Et ça ne se voit pas. Donc, vous, si tu es dans la situation où tu as un très beau site web, tu as tout bien fait, mais ce qui manque, le client ne le voit pas. Alors que le compétiteur ou toi, qui a bien fait ce travail préalable, c'est ce qui manque. Tu peux juste mettre
un fond blanc, mettre la phrase là. Une fois que quelqu'un voit ça, il saute en même temps. Donc, c'est vraiment ce qui compte. Le logo sera vilain, etc. Mais quand quelqu'un voit, il voit la première chose, c'est quelque chose qui lui parle. Et en même temps, il achète ou il te contacte. C'est ce qui fait la différence, au fait, au début. D'accord. Donc, dans les débuts, vraiment, il faut plus s'accentuer sur la valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens et pas se concentrer sur le design, la beauté. Ben, c'est un peu, ce que tu dis est un peu compliqué à entendre de notre époque, parce que de notre époque, lorsque quelqu'un entend notre nom, la première chose, le réflexe, c'est de taper le nom sur Internet, Instagram et Facebook, YouTube, et voir qui est-elle, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, d'un côté, tu as certainement raison parce que ça t'apporte des vues, mais ça t'apporte pas plus que ça, en fait. Ça t'apporte juste des vues, des clics, mais en réalité, ton produit ne se vend pas et toi, tu continues à vivre, on va dire, une vie précaire. Donc, est-ce que tu peux donner un tips comme ça, une astuce à des personnes qui ont un tout petit budget et qui ont vraiment envie de passer ce stade de, allez, 5, 10 clients avancés avant de vouloir faire grandir leur entreprise comme ça? En fait, par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que c'est plutôt ironique ou marrant ou je sais pas quoi. Lorsque tu lances quelque chose comme ça et tu arrives à trouver ce qui manque, cette proposition de valeur, il y a des gens autour de toi qui vont voir, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais, c'est nul. Au fait, ils ne voient juste pas ce que des clients voient ou des clients verraient et pourraient acheter chez toi. Et toi, même si tu es, je ne sais pas trop comment on dit en français, en anglais, on dit self-conscious. Il y a des gens qui se préoccupent trop de ce que les autres pensent de lui. Tu seras découragé parce que tout le monde va te dire que ce que tu fais, c'est juste pas bon, tu vois. Ou alors, tu seras juste content. Il y a des personnes qui arrivent à avancer dans l'adversité. Donc, tout le monde te dit ce que tu fais, c'est mal. Mais toi, tu vois qu'il y a ce petit truc que tu as qui est très bien, que certaines personnes qui s'y connaissent, les connaisseurs apprécient. Donc, comme tu l'as dit, l'objectif, c'est pas d'avoir des millions de vues. L'objectif, c'est pas que tout le monde t'applaudisse. En tout cas, à court terme, c'est juste pas ça l'objectif. Si tu te concentres sur le plus important, sur cette proposition de valeur, en fait, au fil du temps, tu auras ça, tu auras tes millions de vues, tu auras les applaudissements de tout le monde. En fait, tu auras juste ça même sans demander. À un certain moment, tu n'auras pas envie d'avoir ça, mais tu n'auras pas le choix parce que c'est là. Et oui, il y a un terme que tu as utilisé que je remarque que beaucoup de gens utilisent. Tu as parlé de valeur ajoutée. En fait, on dit proposition de valeur. Permets-moi de te corriger parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Il y a une différence entre les deux. On dit proposition de valeur. Donc, c'est en fait la promesse que tu fais aux gens. Si vous achetez mon truc, voilà ce que vous allez obtenir en retour. Alors que la valeur ajoutée, c'est plus le fait... en fait, je prends cet exemple parce qu'il est quand même très, très, très utilisé. Le fait que une entreprise de chocolat achète le cacao en Côte d'Ivoire et viennent revendre du chocolat beaucoup plus cher. Donc, en fait, c'est la valeur entre cette matière première brute et enfin, le produit final, cette valeur qui a été apportée, c'est ça qui est la valeur ajoutée. C'est un peu deux concepts différents. Parce que la proposition de valeur s'adresse directement au client, alors que la valeur ajoutée, ça peut être tourné que autour du produit, si je comprends bien. Oui, c'est la valeur que tu apportes à un produit et qui permet de, enfin, de le revendre plus cher. Très bien. Alors, ce qui me permet quand même de, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, étant donné que ton emploi du temps est déjà assez fixé, ce qui me permet de rebondir une dernière fois donc, sur cette histoire de budget. Prenons l'exemple d'un. Là, on s'adresse quand même à deux publics différents. On s'adresse à ceux qui ont un petit budget en Occident et ceux qui ont un petit budget sur le continent africain. Prenons le cas de quelqu'un qui a un petit budget au pays, qui vit en famille, donc il n'a pas ce problème de loyer, de facture et autres, mais justement qui n'a pas une structure, on va dire, du côté marketing, du côté stratégie, du côté argumentaire de vente, toutes ces choses. Comment il s'y prend, lui?
pour pouvoir, on va dire, commencer avec ses tout premiers clients. Par quoi lui il doit commencer, contrairement à quelqu'un qui est en Occident et qui a déjà tout ça autour, mais qui lui peut-être aura tellement de choix qu'il ne saura pas par où commencer. En fait, je dirais que dans les deux cas, c'est la même réponse. C'est les deux choses que j'ai mentionnées. En fait, j'ai envie d'ajouter une troisième chose, mais ça ne dépend pas vraiment de... il s'agit de soi-même. Donc, cette mentalité où on se dit, oui, je suis prêt à échouer encore et encore jusqu'à réussir. Enfin, il faut ça avant toute chose, bien entendu. Mais maintenant, lorsque tu as ça, il faut deux choses plus techniques. Donc, comme on a parlé de discuter avec des gens qui ont le problème et tout. Donc, en fait, t'entourer de personnes qui rencontrent le problème, que tu essaies de résoudre, leur parler de la solution, comme on a dit au début. Ça ne coûte rien. Tout ça, en fait, c'est la chose la moins chère. Ça peut peut-être te coûter ton crédit téléphonique ou de la connexion Internet ou un café en face à face ou autre chose, mais ça ne coûte rien, en fait. Et la deuxième chose, c'est ton histoire. Donc, comment est-ce que... En fait, les gens parlent de storytelling, mais c'est vraiment comment est-ce que tu arrives à créer cette connexion humaine qui donne aux gens envie d'en savoir plus, envie de se connecter à toi, envie de t'aider, envie de parler de toi. Au fait, quand quelque chose arrive je pense que la société humaine, on fonctionne beaucoup avec des histoires. Lorsque tu entends quelque chose d'intéressant ici, tu vas en parler à une autre personne. S'il y a quelque chose de très intéressant qui se passe dans un endroit donné, tout le monde entier, ou pratiquement tout le monde entier, aujourd'hui, est au courant de ça. Donc, en fait, tu n'as pas besoin de des grandes stratégies marketing, etc. Si tu arrives à raconter une histoire intéressante qui donne envie aux gens de la partager, ça fait déjà tout le travail. En tout cas, pour quelqu'un qui débute, ça fait tout le travail. Si tu veux toucher des dizaines de millions de personnes, peut-être que tu as besoin d'un boost pour le faire, mais pour toucher 1000 personnes, pour toucher peut-être même 10 000, ou parfois plus si tu as de la chance, mais en tout cas, au moins tes 100 premiers clients, tu n'as pas besoin de grandes stratégies marketing. Je vois des gens qui font des plans, etc. C'est juste pas nécessaire. Ça ne sert à rien. Et c'est plutôt contre-productif. Tu perds du temps, tu perds de l'argent. Donc, et raconter une histoire, c'est simple. C'est simple parce que, enfin, je rencontre des gens qui disent, oui, c'est compliqué, je ne sais pas raconter des histoires et tout le reste. Mais en fait, tu n'as pas à raconter 1000 histoires, tu as juste à raconter une seule histoire. Une seule histoire que tu vas raconter encore et encore. C'est simple. On a tous entendu des histoires. On a entendu des histoires de Cendrillon, de Blanche-Neige, etc. Et c'est toujours la même structure. Tu as un héros, une personne qui est dans une mauvaise situation, qui rêve d'une meilleure situation, et ensuite, qui a des obstacles, des choses qui l'empêchent d'atteindre cela, et ensuite, qui trouve la solution, et en fait, qui partage la solution avec le monde entier. Donc, ce héros, ça peut être un de tes clients, des premières personnes qui avaient le problème avec qui tu as discuté et qui tu lui as apporté la bonne solution. Donc, ça peut être cette personne qui avait des problèmes, qui cherchait une solution, mais n'a pas trouvé la bonne solution. Les solutions existantes n'étaient pas adaptées pour telle ou telle raison. Finalement, a trouvé ta solution, ça a changé quelque chose dans sa vie. Il y a eu tel ou tel bénéfice. Et ensuite, aujourd'hui, voilà ce que cette personne est devenue avec. Donc, en fait, c'est juste ce Canva-là, très simple. Et au fait, ça comporte tout. Souvent, on te demande, fais un business plan ou fais un business model Canva et tout. On te demande, c'est quoi le problème? Donc, le problème, c'est la première partie de l'histoire. C'est la situation mauvaise où cette personne se trouve. C'est quoi la solution? Donc, c'est ce qui a permis à cette personne de se démerder. C'est quoi la proposition de valeur? C'est la promesse, donc comment est-ce que la personne est devenue plus tard, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont utiliser cette solution, voilà ce qu'elles vont devenir avec. C'est quoi les clients? C'est les personnes
qui ont le même profil que le héros de cette histoire. En fait, tu as déjà tout ton business plan pratiquement dans ton histoire. Voilà. Et je trouve que c'est plus simple parce que tu peux juste prendre une feuille et le faire. Et le truc, c'est que si tu n'as pas l'habitude, ou même quand tu as l'habitude de raconter des histoires, tu peux être un très bon storyteller et tout, ce ne sera pas ta meilleure histoire d'un premier coup. Donc, en fait, tout ce que tu as à faire, ça revient encore à la première partie, discuter avec des gens qui ont le problème, leur raconter l'histoire. Tu vas raconter l'histoire à chaque fois, en tout cas au début, tu auras des aspects de l'histoire qui ne seront pas du tout convaincants. Les gens vont te poser des questions. Donc, en fait, à chaque fois, c'est revenir, améliorer ton histoire, discuter avec une personne, ou deux ou trois personnes, voir les objections que les personnes là avaient, retourner à ton histoire et dire, OK, quelle partie de l'histoire n'est pas convaincante? L'améliorer, reprendre ta nouvelle histoire, aller raconter encore à d'autres personnes, ainsi de suite. Et en quelques semaines ou quelques mois, ça dépend, tu auras une histoire qui sera convaincante. Et une fois que tu la racontes, toute personne qui a le même profil que le héros de cette histoire, que les gens que tu peux aider, toutes ces personnes vont entendre aussitôt, ils vont dire waouh, c'est super, où est-ce que je trouve ça, à combien j'achète, et voilà. Donc, au fait, que tu sois en Occident, que tu sois en Afrique, c'est vraiment les choses basiques. Et quand tu as ça, ça te permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Alors, est-ce que nous, en exclusivité, on peut avoir l'histoire de Ulrich Sossou spécialement ce soir? Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de ton histoire, toi, par exemple, lorsqu'on voit tes entreprises dans le digital? Est-ce que tu peux nous faire une sorte de étape par étape ton histoire pour que les gens qui suivent comprennent un peu mieux qu'est-ce qu'on attend d'une personne quand elle se présente dans un storytelling? OK. OK. En fait, je pense que c'est un exercice intéressant. C'est une chose à laquelle j'ai pensé beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, compte tenu de certains événements dans ma vie. Donc, je commencerai en disant que, je suis Riche Sossou, je suis entrepreneur. J'ai commencé ma carrière en tant que développeur de logiciels. Et c'était par hasard. En fait, il y avait mon père qui m'avait conseillé d'étudier cela à l'université. J'avais dit non parce que je ne trouvais pas ça intéressant. Et bizarrement, j'ai commencé à aller sur Internet. En fait, à l'origine, pour chercher une université où j'allais étudier en Europe, aux États-Unis. Parce que j'étais l'un des meilleurs du pays. Et comme tous les meilleurs au pays, il faut qu'on parte. C'est ce qui se passe par défaut, c'est un peu triste, mais bon, c'est ça. Donc, j'ai commencé à passer beaucoup de temps sur Internet. Et en ce moment, Internet, ça coûtait très cher. 1 heure sur Internet, je pense au cyber, ça coûtait. Le moins cher, c'était peut-être autour de 1 euro. Et je pense souvent plus autour de 1,5 euro dans le temps. Donc, il fallait trouver une façon de gagner de l'argent. Et j'ai commencé à chercher comment je gagne de l'argent sur Internet. Et j'ai commencé à avoir des petits boulots sur des forums, des gens qui voulaient que je leur écrive des histoires aussi, des pages de vente, des gens qui voulaient que je leur traduise quelque chose de l'anglais au français, ce genre de choses. Donc, j'ai commencé avec ça. Et après, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux, de ces clients, avaient besoin de sites web en quelques mois. Et là, toujours cette première année, j'ai commencé à apprendre comment faire un site web et j'ai commencé aussi à offrir des services de site web. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, je gagnais beaucoup plus d'argent que mon père qui était censé payer. En fait, il me cherchait une bourse au ministère et les gens lui ont demandé de l'argent pour avoir la bourse. En fait, c'est comme ça se passe, ça va. Et donc, je lui ai dit non. Je gagne suffisamment d'argent. Toi, je gagnais plus que lui, je pourrais juste plus accepter qu'il paye pour mes études. Et surtout que si j'allais dans un autre pays, en France, par exemple, tu viens comme étudiant, tu ne peux juste pas travailler. Donc voilà, j'allais encore perdre tous ces revenus-là et faire payer quelqu'un qui n'avait déjà pas beaucoup. Donc c'est là que j'ai décidé de rester là-bas et j'ai continué à travailler comme ça.
comme freelance consultant logiciel pour des entreprises un peu partout dans le monde, jusqu'en 2013 où j'ai décidé d'arrêter et de créer mes propres entreprises. Donc, j'ai lancé des produits. La plupart n'ont pas marché. Je ne me rappelle même pas ce qu'ils sont. Et il y a un produit qui est une solution de marketing digital pour les agents immobiliers qu'on appelle Flyerco, qui a un peu bien marché et que j'ai revendu. Enfin, c'était utilisé surtout par la plupart des clients étaient aux États-Unis, donc il y a une firme américaine qui s'est rapprochée de nous pour la racheter. Et en même temps, j'ai créé TechExcel, qui est un incubateur, un startup studio au Bénin. On a lancé une dizaine d'entreprises avec. Il y en a toujours 3 qui sont actives, enfin autonomes, qui sont autonomes et tout. Et j'ai rejoint aussi Etrilabs, qui est une ONG qui promeut le développement de l'écosystème au Bénin, l'écosystème tech. Donc, il s'agissait de former les gens à faire ce que je faisais au fait et gagner leur vie avec cela, créer des entreprises et tout le reste. Donc, c'est un peu ça. Et plus récemment, en 2020, lorsque toute la pandémie a commencé et tout, j'ai senti qu'il fallait une prochaine étape. Donc, j'ai créé Beautemps, qui est une solution de marketing digital pour les petites entreprises. Donc, ça me permet de créer leur site web, de faire des campagnes de marketing digital, etc. Et aussi, j'ai créé un programme avec Irao, qu'on appelle Irao Taka, qui est un programme d'accompagnement des entrepreneurs. En fait, certaines des choses dont j'ai parlé, donc avoir une histoire, discuter avec les premiers clients et tout, on a essayé de... Et bien d'autres choses, je pense que c'est un programme en 10 étapes. On a essayé de regrouper toutes ces choses basiques-là qui vous permettent de lancer une entreprise très rapidement, en quelques semaines. D'identifier, par exemple, est-ce que votre idée est bonne, évaluer, enfin, tout ça. Donc, on a lancé le programme. Jusqu'ici, il y a plus de, ou environ 200 personnes qui ont participé au programme, qui ont lancé leur entreprise. Il y a des gens, lorsqu'ils ont commencé au début de l'année passée, leur préoccupation, c'était comment est-ce que j'arrive à gagner suffisamment pour vivre. Mais aujourd'hui, leur préoccupation, c'est comment est-ce que je réalise mes rêves, comment je gagne encore plus de millions chaque mois et tout. Donc, c'est une histoire très intéressante. Et finalement, je crois que pour moi, la prochaine étape, c'est le genre d'opportunité dans lequel je suis tombé un peu par hasard. C'est comment est-ce que j'arrive à faire bénéficier de ça au plus grand nombre possible. Comment est-ce que... Enfin, j'ai parlé par exemple de personnes qui leur préoccupation, c'est comment est-ce que j'ai de quoi vivre, mais aujourd'hui, c'est comment est-ce que je réalise mes plus gros rêves. Et il y en a des millions en Afrique, il y en a des millions de personnes comme ça dans le monde. Donc, aujourd'hui, c'est comment est-ce que je fais pour que, en tout cas, une bonne partie de ces millions de personnes puissent aussi réaliser leurs rêves comme ça. Donc, voilà, c'est un peu ça mon histoire. Merci pour ce storytelling. J'espère que les personnes qui vont se lancer, en tout cas qui vont lancer l'entreprise ou qui ont déjà lancé leur entreprise avec un petit projet, auront la même aisance à pouvoir expliquer leur parcours parce que c'est un gros exercice quand même. Il y a pas mal de questions. On part de l'origine jusqu'à l'étape actuelle. Donc, il y a tout ça qu'il faut expliquer. Donc, on voit un peu dans ce que tu viens de nous expliquer que on remonte à quelques années, parfois il y a des souvenirs qui ne nous viennent pas. Et c'est tout ça, comme tu disais, il faut mettre ça sur papier et apprendre son histoire, quoi. Et au fil du temps, ça devient fluide. En tout cas, merci beaucoup Ulrich Sossou pour cette interview, cet entretien exclusif avec nous. On est très heureux de t'avoir accueilli. On espère en tout cas te revoir d'ici là, peut-être en 2022, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous redire comment en savoir plus par rapport au programme avec Irao Talent. Irao Taka. Oui, le lien c'est iraotalent.com. D'accord. Vous pouvez chercher Irao sur sur Facebook par exemple, ou chercher Irao dans Google, ou
enfin, vous arrivez sur le site web et vous aurez des informations. Donc, c'est irawotalent.com. Hein? Oui, talent avec S. OK. Donc, lorsqu'on se connecte, est-ce qu'il y a un lien qui nous amène sur cet atelier donc, que tu as mis en place? Oui, il doit y avoir un lien dans l'entête, dans le menu du site. D'accord. Et c'est un programme qui accompagne n'importe quel type de business, que ce soit digital ou physique, n'importe quelle entreprise? Oui, on a eu des personnes qui ont lancé des entreprises digitales, notamment de consulting, de services en ligne, services de nutrition, de sport, de finances, par exemple. Il y a des personnes qui ont lancé des produits plutôt, des produits alimentaires. Il y a des gens qui font des produits en Afrique, qui les exportent vers l'Europe, par exemple. Il y a des gens il y en a qui vendent du miel, enfin, plusieurs variétés de miel. En fait, il y a un peu de tout. OK. Et au niveau de la tranche de prix, est-ce que c'est accessible ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est, c'est un programme, un abonnement? Comment est-ce que ça se passe au niveau du paiement? OK. Il y a plusieurs tranches de paiement. Il y a une tranche de paiement qui te donne accès au programme, mais sans accompagnement et tout. Tu as juste accès au contenu du programme. Je pense que c'est autour de 100 euros. Et il y a d'autres tranches de paiement, je pense autour de 300 euros. Il doit y avoir aussi un peu moins, il y en a plus. Donc, sur le site, vous aurez toutes les informations sur les différentes tranches de paiement. En fait, ça dépend vraiment du niveau d'accompagnement dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de nous ou qu'on soit là pour vous écouter, pour vous pousser dans la bonne direction, pas juste avoir accès au contenu du programme. Il y a tout ça, bien sûr. Et aussi pour ceux qui ne sont pas prêts à accéder au programme, enfin à payer, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore les moyens et tout. On a créé une communauté d'entrepreneurs qui permet aux gens de s'entraider, dans lequel on fait des événements et tout. Il y a tout ça sur le site web. Oui, c'est un groupe Discord, donc dans lequel on fait des événements. C'est encore naissant. Et voilà. Ben, très bien, on suivra cette actualité et on va se renseigner au maximum pour toutes les personnes donc, qui se lancent, qui ne savent vraiment pas quoi faire, qui sont seules dans leur côté et qui essayent plein de choses. Et ben, n'hésitez vraiment pas à contacter Ulrich Sossou et Irawo Talents. Cette nouvelle initiative, c'est vraiment pour la communauté. Donc, merci pour cette information et ben, on te souhaite le meilleur pour la suite avec toute cette nouvelle aventure qui est en train de démarrer pour toi et puis pour toutes les personnes qui t'accompagnent. On te laisse quand même le mot de la fin avant de te laisser. Un mot Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, c'était un plaisir d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. En fait, c'est toujours pour moi un plaisir de partager, dans la mesure du possible, les choses que j'ai eu la chance d'apprendre. Et en fait, pour tous ceux qui désirent entreprendre, c'est difficile, c'est pas facile. Je vous souhaite beaucoup de courage. N'abandonnez pas parce que en fait, vous allez échouer 1000 fois jusqu'à trouver la bonne façon de le faire. Merci à toi, Ulrich Sossou. On te souhaite une excellente soirée et puis on te dit à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous toutes et à vous tous pour toutes les personnes qui étaient là, qui ont suivi, qui ont apprécié l'émission, qui ont partagé, qui ont liké, qui ont commenté. Merci infiniment pour votre participation. Encore une fois, nous sommes très heureuses d'avoir accueilli Ulrich Sossou en exclusivité dans Top Success. Merci infiniment. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un autre invité. On parlera de comment créer une marque de vêtements et la vendre grâce au numérique. Alors moi, je vous dis à très bientôt et j'espère que vous allez entreprendre. À bientôt, bye.